Voilà, bonjour à toutes et à tous. Allez, on est un petit peu en retard, hein, c'est de ma faute parce que bien sûr ça marchait pas. Je vous souhaite la bienvenue une fois de plus, un nouveau mercredi où on va parler d'éco, on va parler d'éco ECO, hein, bien sûr. On va parler d'économie de la Creuse avec mon invité d'aujourd'hui, Philippe Micard. Bonjour Philippe Micard. Bonjour Bruno Gadras. Comment ça va bien? Oh, ça va très bien. Maintenant que la technique va, tout va. Voilà, alors on va espérer hein, que ça va durer pendant toute l'émission. Surtout si vous êtes là, faites-vous connaître, faites-moi savoir si vous entendez bien le son. L'émission va être riche ce soir parce que vous allez voir, Philippe Micard, c'est quelqu'un qui occupe beaucoup de mandats et puis qui a des choses à dire. Donc il faut bien avoir les oreilles grandes ouvertes. Alors bien sûr, hein, je vais faire un peu de lèche, hein, mais c'est normal. L'émission, je vous le rappelle, elle est sponsorisée par la Chambre de commerce et d'industrie de la Creuse, elle est sponsorisée par la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Vienne. Et c'est sympa, ça permet de travailler dans de bonnes conditions et puis ça permet de travailler sur les sujets de fond. Alors Philippe Micard, c'est la première fois où en fait à l'écran, là les gens y voient, il y a un double logo CCI, logo CPME. On va voir pourquoi ces deux logos côte à côte. Vous nous expliquerez d'ailleurs quels sont les liens qu'il y a, hein, les complémentarités qu'il y a. Mais dans cette émission, on commence toujours par la même chose. Qui est l'invité? Qui est Philippe Micard? Pour l'instant, on n'est pas encore ni dans la CPME ni dans la CCI. On est qui était le petit Philippe Micard qui bientôt se dirige vers la retraite? Ah, la retraite, ouais, c'est un mot dont on parle beaucoup en ce Ouais. moment. Alors, J'ai 62 ans, bientôt 63. Et effectivement, je vais prendre ma retraite en 2022. Je suis né à Guéret. donc Guéret-toi, pure souche. Oui, on peut le dire, oui, oui, oui. Les origines de la famille sont plutôt côté Combrailles, Auvergne, mais Ouais. oui, maintenant on va dire Auvergnat pure souche. Je, je suis né à Guéret, j'ai grandi à Guéret. Je Mm. suis parti de Guéret pour faire quelques études. Les études? Qu'est-ce que vous avez fait comme études? J'ai fait une prépa HEC à Limoges et puis une école de commerce en France, en Angleterre, en Allemagne. J'ai Ouais. rencontré mon épouse Ouais. qui est allemande, qui travaille avec moi depuis longtemps maintenant. On a 3 filles. D'accord. Et puis qu'est-ce que je peux vous dire Alors, d'autre? moi, on va prendre le temps. Bonjour Sébastien, je vois Sébastien qui est là. Sébastien Lecoeur de Radio Open FM, hein, qui diffuse les offres d'emploi. Je l'ai tous les mardis et tous les jeudis matins, à 7h du matin au téléphone. Et on diffuse les offres d'emploi. Merci Sébastien de faire un retour sur le son, c'est gentil. Vous le disiez, vous étiez de la Creuse, vous avez fait des études et qui vous ont amené à bouger un peu. Ces études de commerce, c'était quoi l'objectif? Est-ce qu'au moment où vous êtes parti dans le commerce, vous saviez que vous alliez faire ce que vous faites aujourd'hui, ou alors vous aviez d'autres idées, ou alors vous vous êtes dit je fais ça et puis on verra? Ah non, moi je savais pas du tout ce que j'allais faire parce que j'étais petit-fils de marchand de matériel agricole, arrière-petit-fils de forgeron. Et s'il y a une chose qui était certaine, c'est que j'allais certainement pas faire le boulot de mon père. D'accord. Parce que mon père c'était un héros. C'était Ouais. quelqu'un qui avait créé sa boîte, qui savait vendre du matériel agricole, le réparer, qui connaissait les références des pièces de rechange par cœur. C'était Comment vous le humain, quoi. voyez, vous, à l'époque? Vous voyez comme quelqu'un qui, des fois ça arrive quand on est jeune et qu'on a des parents qui sont entrepreneurs ou un père qui est entrepreneur, on se dit, ben moi je veux pas faire ça parce qu'il y passe trop de temps, ça doit être pénible ou quoi. Ou alors vous aviez une certaine, oui, admiration. Ah, moi, j'étais assez admiratif de mon père. Par contre, c'était juste quelque chose que j'envisageais pas parce Ouais. que il avait des compétences que je n'avais pas. Euh, Moi, je suis l'archétype du type moyen en tout. C'est-à-dire, j'ai jamais été. Si une fois, je crois, j'ai dû me tromper, je jure la première de la classe, mais j'ai toujours réussi à me démerder pour être ouais, dans le peloton. Enfin, D'accord. je sais pas, j'étais peut-être un suceur de roue, comme on dit dans le Ouais. cyclisme. Mais bon, voilà. Et si j'ai fait une prépa HEC, c'est parce que j'étais pas très bon en maths.
mais j'étais pas complètement mauvais. J'étais moyen en français, j'étais moyen partout, donc j'ai choisi des études moyennes et puis j'ai fait. Oui, alors ça Voilà. c'est l'image que vous en avez, mais enfin HEC, c'est pas. Non, prépa HEC, c'est quand même pas tout le monde le fait pas. Non, j'ai été jusqu'à l'oral, mais je suis pas allé jusqu'au bout. Donc, Ouais. mais bon, j'ai fait une école intéressante, c'était bien. Et votre père, lui, il vous a poussé à un moment donné, parce qu'il va falloir parler un peu de la reprise de l'entreprise ou de votre statut de chef d'entreprise. Il vous a amené là-dessus, ou alors il a vraiment attendu qu'un jour vous poussiez la porte et vous disiez, ben voilà, finalement ça m'intéresse. Il m'a poussé à faire des études. Euh, il avait une idée fixe. Il souhaitait que je parle anglais parce que lui ne parlait pas anglais. Donc, je me débrouille pas trop mal en anglais. Ça Et va. en allemand, visiblement. Ouais, Visiblement, on nous dit, mais ça, il se dit que vous avez ça, des aptitudes en allemand. Non, ça s'est passé après parce que j'ai appris l'allemand Ouais. parce que Claudia, parce que ma belle famille et quand il faut s'expliquer avec beau papa, belle maman et qui parle pas français, Oui, bon, bien bah, sûr. faut trouver des moyens quoi. Donc je parle très mal allemand, mais je me fais bien comprendre. Si on va en Allemagne ensemble, rassurez-vous, on mangera, Ouais, on ben, boira, on trouvera tout ce qu'il faut. écoutez, ça je ira vais bien. prendre ça pour une invitation, tiens. Allez, ça marche, ça marche. C'est Donc, quoi la bascule à quel moment la vous bascule- décidez que vous allez vous investir dans l'entreprise et pour quelles raisons? La bascule, c'est que, bon, d'abord, mon père m'a toujours montré qu'il aimait son job, il était heureux dans ce qu'il faisait, et je pense qu'il a donné envie. Pour moi, l'entreprise familiale, c'était juste pas une option parce que je pensais que je n'en étais pas capable. Je suis rentré dans une grande entreprise où j'ai travaillé sur des produits hyper sexy, puisque c'était de la lessive, Oui, j'ai vu ça. des couches Des culottes. couches culottes. Ouais, j'ai travaillé d'abord dans l'informatique. Je faisais un job passionnant. Je gérais un système qui compilait les relevés d'informations dans les hypermarchés. Et puis quand M. Leclerc piquait un coup de sang ou M. Intermarché parce que le baril de lessive était 10 centimes moins cher en face chez Inter, si c'était Leclerc, machin, c'était non mais attendez les gars, là, qu'est-ce que vous faites? Vous leur faites des conditions pas possibles. Donc, on m'appelait en général pas très tôt. Demain, on va à la centrale Leclerc et bah, il faut qu'on ait une analyse des prix, des trucs, des machins, etc. Ça, sur toute la France. Donc, ça vous a agacé? ah non, ça j'adorais parce que Ouais. c'était en prise avec le business. C'était de l'informatique Ouais. au service du l'économie, commercial. ouais. Après, je suis passé sur une marque, ça s'appelait Bonux. Eh oui, Bonux, avec ouais. le cadeau. Bah ouais, Ah, ben, bien sûr. j'ai travaillé sur Bonux, c'était intéressant, ça n'a pas duré très longtemps parce que finalement le jour où j'ai obtenu ma mutation pour passer de l'informatique au marketing, ce que je voulais depuis toujours, je me suis rendu compte que bah, finalement j'avais plus envie. Et je m'étais rendu compte que, je pouvais m'intéresser à un produit aussi con que la lessive. Ouais. Quand je dis con, vous savez, et pourtant j'étais dans la boîte qui a inventé la gestion par les marques, mais il y a un truc qui marche toujours, il ne faut pas hésiter à répéter. Quand vous achetez une lessive, qu'est-ce qui compte? Bah, c'est que ça lave bien, donc plus blanc que blanc, on rigole, on déconne, Coluche il s'est moqué du truc, mais ça marche, D'accord. Bon, donc voilà, et donc j'ai découvert que finalement on pouvait se passionner pour n'importe quel produit. La machine agricole, bah, c'est vrai, j'aimais bien les machines agricoles, mais j'étais pas du genre pas passionné. Non, pas un passionné. pas passionné. Ouais. Et puis alors maladroit des deux mains, donc On a un point ça commun. arrange pas les choses. Ça arrange pas les choses. Et puis j'ai découvert un truc, c'est que j'ai jamais non plus été un grand fanat de la nature. Pour moi, il y a les arbres et puis les arbres. Mais à part le peuplier, le chêne, j'ai un peu de mal à m'y retrouver. Par contre, j'ai découvert en étant à Paris que la grande ville, c'était pas pour moi. Ouais. Et j'ai découvert aussi que j'avais une certaine volonté d'avoir quand même des leviers de commande. Et j'ai découvert dans une grosse boîte que quand j'avais, alors ce que moi j'appelle un bon chef, je pouvais être un excellent soldat. Et quand j'avais un mauvais chef, c'est toujours mon point de vue, Oui, bien sûr. je pouvais devenir un parfait con. D'accord.
Il y en a qui diront que je postulais sans avoir un Oui, mais on chef, est toujours le bon, con de quelqu'un à un moment donné. voilà. Hein, vous savez, faut Mais pas. bon, voilà, ça c'était. Et quand j'ai compris tout ça, ben, j'ai compris l'intérêt qu'il y avait peut-être dans l'entreprise familiale. D'accord. Et on a un peu discuté de tout cela. Et quand j'en ai parlé à mon père qui avait eu, enfin, je ne sais pas si c'est l'intelligence, la sagesse, ou qui avait juste besoin d'un peu d'informations. Je m'étais occupé de l'informatisation de l'entreprise, c'était en 1984, Ouais, donc on était j'avais quand même un peu suivi le truc, donc Ouais. je suivais, Connaissiez ouais, Ouais. l'entreprise, je savais exactement je savais ce qui s'y passait. Je m'en suis jamais complètement éloigné, et là je me suis dit, ben, il y a peut-être quelque chose à faire. D'accord. Et puis j'ai commencé à lui en parler. Ça devait être je sais pas, allez, on va dire un samedi. Ouais, le dimanche après-midi, grosso modo, le discours, c'était bon, écoute, si tu penses à ça, c'est bien, mais on va pas tourner autour du pot éternellement. Faudrait quand même que tu te positionnes assez rapidement. On ne devait pas utiliser le terme se positionner, mais bref, 9 mois plus tard, ouais, c'est à peu près ça, 9 mois plus tard, ben, on était de retour à Limoges. Moi, dans l'entreprise familiale, Claudia qui avait la bonne idée de travailler au Crédit du Nord, dans une banque locale qui s'appelle la Banque Tarnot. D'accord. Mais voilà. Alors, peut-être vous vous dites quand même, il passe un peu de temps quand même sur cette histoire de Philippe Micard, mais ce que je trouve intéressant dans ce parcours, c'est que, alors, on est loin de la fin, c'est pas ça que je veux dire, mais en fait, on est à deux doigts de boucler la boucle. Vous êtes à deux doigts de boucler la boucle. On est parti sur l'origine, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes trouvé à la tête de cette entreprise, et là, vous êtes à quelques mois de céder votre entreprise. Quel est le mot que vous préférez? De passer le relais, c'est quoi? Oui, on va dire de passer le relais. Ouais. Ouais. Ce que j'ai fait, en fait, Parce que donc vous arrivez à l'âge de la retraite, vous décidez de prendre votre retraite. Comment vous la préparez, cette retraite-là? Donc, pour expliquer aux gens un peu à qui va être cette entreprise, est-ce que vous allez toujours être dans les parages ou pas? Qu'est-ce qui, pour vous, est le plus adapté? Comment vous l'avez construit, ce relais? Oh ben dans la famille, l'entreprise, ça a toujours été quelque chose d'important. C'est-à-dire que on est au service de l'entreprise, c'est une valeur forte. Et bah, évidemment, ça nous nourrit, ça nous permet de gagner notre vie. Mais c'est pas rien quand l'entreprise, elle porte votre nom, parce que bah, y a une petite... c'est important. Une petite responsabilité. Bien sûr. Après, moi j'ai toujours eu dans l'idée que, enfin c'est un slogan éculé, mais seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ouais. Donc je me suis toujours investi dans des organisations professionnelles, par exemple, de branches. On va y venir, ouais. Parce que je voulais pas être seul quand j'étais dans une grande entreprise. Le sens du collectif. Vous avez le sens du collectif. J'avais des collègues qui faisaient le même boulot que moi. Ouais. Et quand on a été habitué à échanger, à partager ses problèmes, les bons, les mauvais moments, quand on se retrouve chef d'entreprise, on est beaucoup plus seul. Et cette solitude, pour moi, c'était pas un truc que je souhaitais. D'accord. Donc, je me suis d'abord investi dans des organisations professionnelles, ensuite locales, CPME, aujourd'hui CCI. Bon, voilà. On va faire le tour. Ouais, on pourra en parler peut-être. Ah ben oui. D'accord. Y a pas de Et je sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil. On était sur le cheminement vers le passage de relais. J'ai toujours souhaité développer l'entreprise. J'ai envisagé plusieurs fois des rapprochements, j'en ai fait. J'ai monté des projets avec des collègues. On a fait différentes choses. On s'est ensuite recentré. J'avais dans l'idée que lorsqu'arriverait la retraite, il était hors de question que l'entreprise elle vieillisse avec le patron. D'accord. Ça, c'est pas jouable. Deux, on ne peut pas commencer à freiner
très longtemps avant. Parce que le jour où on décide que, tiens, on a peut-être une entreprise à mettre sur le marché, on veut céder, on veut s'associer, on veut faire quelque chose, si la mariée n'est pas sexy, il y a peu de chance. C'est un cheminement un peu complexe, hein. Effectivement, ça se réfléchit. Hein. Ça se réfléchit. Donc j'ai toujours continué. J'ai eu des exemples de collègues avec qui j'étais associé notamment qui ont montré que on continue jusqu'au bout, à fond la caisse, et à un moment on passe le relais. Je pense que l'image du relais, c'est à peu près ça. On passe le bâton. Alors après, j'ai une fille qui m'a rejoint dans l'entreprise il y a quelques années. C'était en 2017. 2017. Lorsque l'on a créé un nouveau site à Pierre-Buffière. Cette année-là, on a un peu fait la révolution. On a remplacé 2 sites qui étaient à Saint-Léonard-de-Noblac, Sac-Bonneval, dans le sud de Vienne, par un seul sur Pierre-Buffière, au bord de l'autoroute A20. Bel investissement. On a monté une nouvelle base à Aubusson pour en remplacer une plus ancienne à Feltin, dans le sud de la Creuse. Bref, comme on dit, on a cassé la tirelire. Et c'était il y a 5-6 ans. 2 ans avant, on avait rénové notre site de Guéret. Enfin, on était à fond dans les investissements. Et on me posait la question, mais attends, tu te rends compte, toi, que tu commences à avoir un certain âge? Ouais, mais c'est pas une raison pour arrêter. On doit continuer. Et lorsque j'ai annoncé donc au mois d'août dernier qu'on allait se rapprocher d'un de nos collègues qui exercent le même métier que nous, des FIMAT, concessionnaires John Deere comme nous, en Corrèze, dans le Cantal, et qu'on allait à terme fusionner, ça a un peu interpellé. Alors on a vendu une partie du capital de l'entreprise, mais on a aussi, pas finalement si énorme que ça, parce que j'avais aussi des associés familiaux qui sont sortis de la société. On fusionne dans une structure plus grosse. Ma fille continue à travailler dans cette entreprise avec un job intéressant, qui ne va pas obérer sa qualité de vie, parce que c'est pas forcément évident quand on est mère de jeunes enfants, conjointe d'agriculteurs, s'il faut être en plus chef d'entreprise, et puis il y avait plusieurs personnes à remplacer. Le siège d'entreprise, c'était Guéret, elle est basée à Pierre-Buffière, ça faisait beaucoup, donc on a parlé de toutes ces choses-là. Et on a décidé de trouver une porte de sortie partielle, puisqu'on reste actionnaire de l'entreprise, du nouvel ensemble, actionnaire minoritaire, mais très présent, avec toujours une implication financière. Et surtout, ce qui compte, c'est que l'entreprise, elle continue, elle est, je ne sais pas si on peut dire sur des rails, mais en tout cas avec une bonne équipe, déjà impliquée, et on va pérenniser, les emplois, voire les développer. On n'est pas dans une logique de réduction de postes, et c'est important. D'accord, ben, c'est pas si évident que ça, hein. Moi, je côtoie pas mal de chefs d'entreprise, et notamment qui passent le relais. Et c'est vrai, hein, c'est toute une démarche de réflexion, de repositionnement. Est-ce que les chefs d'entreprise, de temps en temps, ont tendance à se dire, même s'ils veulent passer le relais, que finalement, ils se rapprochent du gouffre et l'entreprise mourrait avec eux, ils seraient très contents, parce que comme ils l'ont créé bien souvent. Donc c'est un phénomène c'est un processus assez complexe parfois. Là, on sent bien que ça a été réfléchi. Donc, et puis en plus, vous restez dans les parages. Allez, on va avancer un petit peu. On a bien compris, je vous remercie beaucoup, parce que c'est passionnant de savoir un peu comment ça fonctionne. Alors, comme vous êtes quelqu'un qui s'ennuie, j'imagine que vous devez vous ennuyer à la maison, c'est pas possible autrement. C'est-à-dire, vous faites l'entreprise toute la journée, et puis il y a la CCI et la CPME. Alors, on a compris un petit peu que vous aviez ce sens du collectif et de faire ensemble. C'est ça qui vous a poussé à... Donc je le dis, vous êtes président de la CPME Creuse, et vous êtes vice-président en charge du commerce de la CCI Creuse.
C'est quoi? C'est que vous vous ennuyez? C'est que c'est sympa? Il y a les apéros le soir? C'est quoi l'idée? Ah, il y a tout ça en fait. Il y a tout ça. Dans l'ordre, on va dire qu'il y a il y a d'abord la CPME. J'ai un grand merci à dire à un gars du Limousin, enfin pas du Limousin, mais qui paraît-il a des racines corréziennes, qui s'appelle François Hollande. Vous savez, le gars, là, le président normal. Ouais. Ce type-là a réussi à nous poser dans des situations qui devenaient à certains moments invraisemblables parce que je sais pas, la compréhension, le respect des entreprises, toutes ces choses-là, manifestement, c'était incompréhensible. Et je dois avouer que ça m'irritait un peu. Et un jour, j'ai été invité, c'est déjà la CCI, c'était la CCI de la Haute-Vienne. Non, c'était à la CCI de la Haute-Vienne, mais c'est la CPME de la Haute-Vienne qui nous avait invités à une soirée où était présent un gars qui s'appelle François Asselin, Ouais. président de la CPME nationale. Il avait été élu depuis peu de temps. Et ce type-là, il a dit un truc, je ne connaissais pas plus que ça, je savais ce qu'était la CPME, j'avais participé à quelques manifestations, ça avait l'air d'être des gens sympas, mais j'étais pas plus proche de la CPME que ça. Et il avait un discours, moi j'ai retenu quelque chose. À l'époque, il demandait qu'on laisse plus de liberté aux entreprises, aux chefs d'entreprise. Et alors, demander plus, ça on sait faire. Il disait, mais si on nous laisse plus de liberté, on est prêt à assumer plus de risques. Et ça m'a vraiment plu comme discours, parce que c'était un gars qui avait un discours simple, compréhensible, et qui disait, voilà, laissez-nous un peu tranquille, et ok, ça va peut-être être un petit peu plus difficile, mais on accepte ça, on accepte ce risque. Et ça m'a beaucoup plu parce qu'on entend toujours tellement le discours, on veut nous protéger, mais alors à force de nous protéger, mais qu'est-ce qu'on nous en... En fait, vous étiez sur un principe d'un interventionnisme d'État moins... Déjà que j'imagine que vous trouviez pas assez efficient et que l'efficience viendrait peut-être effectivement en lâchant un peu la bride, en vous faisant un peu plus confiance, c'est ça? Écoutez, on est un des pays qui a le plus de contraintes, le plus de normes. Quand on voit la difficulté qu'il y a à porter des projets, j'ai pas fait énormément de choses, mais quand je vois la difficulté qu'il y a, par exemple, à implanter un nouveau bâtiment sur le secteur de Pierre-Buffière. Moi, j'étais passé sur l'autoroute A20. Je me disais, c'est formidable. Là, il y a plein d'endroits, il y a une belle visibilité, il y a de la place, etc. Ouais. Je devrais pouvoir m'installer par là. Et puis, quand j'ai cherché, j'ai découvert que, oula, non, mais il ne faut pas s'installer près de l'autoroute A20 parce que, non, il faut donner une image bucolique du Limousin. Donc, on ne doit pas s'installer à moins de 800 mètres de l'autoroute. Vous vous rendez pas compte, on peut certainement pas s'installer entre Saint-Hilaire-Bonneval et Pierre-Buffière au bord de l'autoroute parce qu'il y a à quelques kilomètres le château de Chalussé. Vous imaginez si on construit un bâtiment dans ce décor magnifique, enfin il y a toujours une bonne raison de ne pas faire. C'est compliqué. Et puis alors on vous fout des normes tout le temps, enfin compliquées, etc. Je me souviens d'avoir passé un week-end avec mon épouse parce que on avait peut-être un peu la malchance d'être plus de 50, mais bon, on l'accepte. Alors quand vous êtes plus de 50, ça veut dire que certainement vous avez réussi, vous craignez plus la pluie et on peut vous imposer des tas de normes. Et alors notamment, il y avait des choses sur l'égalité homme-femme. Ouais. Oh là là, ça c'est monstrueux. On a rempli des tonnes de littérature là-dessus, qui n'ont sans doute jamais été lues. Mais voilà,
on a tellement de choses et qui sont pas concrètes qu'à un moment on se dit, oh là là, mais si on nous lâchait un peu, qu'est-ce qu'on serait heureux. En fait, vous avez un positionnement et c'est bien parce qu'il y a beaucoup de gens en France qui se plaignent et qui passent pas à l'action. Vous plaignez et vous avez décidé de faire des choses, hein, notamment au travers de vos engagements. En fait, le message, c'est un peu moins de blabla et laissons-nous un peu plus travailler, hein. C'est un peu ça le principe. Alors justement, on parle de vos engagements, on a parlé de votre entreprise, mais quand je vous reçois, je ne peux pas ne pas parler du territoire. On est là pour parler de la Creuse. Aujourd'hui, concrètement, alors c'est vrai que j'ai eu pas mal d'invités de la Creuse et ça va continuer. En quelques mots, si vous deviez résumer deux côtés de la Creuse, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que la Creuse est un territoire d'opportunité? Et en face de ça, qu'est-ce qui peut encore aujourd'hui freiner la Creuse? Alors, en quelques mots, on les développera après, mais quels sont les atouts de la Creuse et qu'est-ce qui fait qu'on peut miser sur la Creuse? La Creuse, c'est, moi j'ai l'habitude de dire, c'est un produit de luxe, c'est un produit méconnu. En Creuse, on n'est pas nombreux, mais on a de l'espace, on a des conditions de vie faciles. On a des contacts, on a beaucoup de proximité. La proximité, c'est une richesse de ce territoire. Oui, alors c'est... Enfin, il y en a qui diraient en Creuse, t'es loin de rien, mais t'es près de rien non plus. Mais quand même, quand on voit la facilité qu'il y a à vivre en Creuse, pour moi qui suis pas très ponctuel, c'est un inconvénient, c'est que quand j'arrive en retard, et ça m'arrive souvent, je peux pas, comme à Paris, dire que j'ai été pris dans les embouteillages. Ben non, c'est pas vrai. Si j'arrive en retard, c'est que je suis parti en retard, quoi. C'est comme ça, mais non, la Creuse, c'est bien. On y vit facilement, simplement. Les contacts sont faciles. On a accès à plein de gens, plein de choses très, très facilement. Après, ceux qui disent qu'on va s'y ennuyer, il faut de temps en temps en sortir. Mais il y a les vieilles barves qui vont vous dire que la Creuse s'est enclavée. Ça, c'est ce que j'entendais quand j'étais petit. Aujourd'hui, la bonne nouvelle quand même, c'est que ni Paris, ni Toulouse, ni Lyon ne sont enclavés, puisqu'ils peuvent être reliés. Enfin, on peut aller de n'importe laquelle de ces villes à Guéret par autoroute et 4 voies. Hein. Il n'y a plus de problème. Donc, ils sont désenclavés. C'est bien pour eux quand même. Ça fait plaisir. Alors, ok, on a compris une situation et un cadre de vie intéressant. Maintenant, qu'est-ce qui freine la Creuse? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la Creuse peut rencontrer des difficultés en termes de développement? Ce qui va freiner la Creuse, c'est que la Creuse, c'est un tout petit département en termes d'effectifs. On est 117 000 personnes. Ça s'est pas arrangé au dernier recensement. On était plutôt autour de 120 000. Là, on est tombé à 117 000 et quelques centaines. Donc, ça fait pas beaucoup de monde. Maintenant, quand on regarde les autres départements du Limousin, la Corrèze, basiquement, c'est un peu plus de 2 fois la Creuse et la Haute-Vienne, un peu plus de 3 fois. Mais vous savez, la Haute-Vienne, si vous enlevez l'agglo de Limoges, il reste pas beaucoup plus qu'en Creuse. Hein. C'est pas extraordinaire. Par contre, le problème, c'est que on veut jouer en Creuse comme si on était beaucoup plus nombreux. Alors, on a un millefeuille territorial qui est fracassant, quoi. On a 260 communes à peu près. On a réussi à en fusionner, enfin à faire 3 fusions, ces derniers temps, qui ont des départements comme dans le Grand Ouest, comme la Manche, le Maine-et-Loire, on en fait par dizaines. On a l'impression que si jamais on supprime le moindre, on essaye de s'organiser un peu mieux, ça va être une catastrophe. Vous savez, si vous sortez Guéret, la taille moyenne d'une commune creusoise, c'est 400 habitants. Hein. C'est pas beaucoup. Pour vous, après, on a fait articulation... pire, c'est qu'on a 9 communautés de communes. 9. Alors 9, ça veut dire qu'on en a qui font moins de 10 000 habitants. C'est-à-dire, c'est même pas une commune. En fait, à 117 000, la Creuse,
allez, ça peut être l'équivalent d'une petite communauté de communes, une petite EPCI dans un autre département. La com d'agglo de Limoges, ça doit être plus de 200 000 personnes. Nous, on est 117 000. Alors, il faudrait peut-être raisonner différemment. Je serais à Lyon, je pense que je serais pour la métropole plutôt que pour le département. Oui, bien sûr. En Creuse, ce qui nous semble être le bon niveau, c'est la Creuse. Parce qu'on ne sait pas si on fait partie de la communauté de communes, du Schmoll, machin, On voit bien etc. le territoire. Mais Creuse, voilà, ça Creuse. cause. Ouais, Et puis la Creuse, on a tellement été habitué à être les derniers de la classe. Quand vous êtes creusois et que vous sortez du département, il faut avoir le moral. Parce que les vannes, vous y avez droit. Ça, c'est... Ouais, mais... Allez, je suis en Haute-Vienne, là, je vais pouvoir me lâcher un petit peu. Allez-y, allez-y. Moi, j'ai adoré, je vous disais à quel point François Hollande m'avait indisposé, mais les nouvelles régions, j'ai trouvé certains avantages, parce que avant, on était dans une toute petite région, le Limousin, on savait que cette région, elle ne pouvait pas continuer toute seule. Alors là, je vais sûrement me faire des copains, mais tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Avant, Limoges nous regardait d'un peu haut. Mais vous savez, un peu comme aujourd'hui, Bordeaux regarde Limoges d'un peu haut. Et pour nous, finalement, Guéret... Ça n'a pas changé. Ça n'a pas bien changé, quoi. On est un petit peu mieux considérés par nos voisins qui se sont rendus compte qu'on existait, puis qui ont peut-être compris que c'était pas toujours si simple d'être sous la tutelle de gens qui sont un peu loin, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors justement... Donc, une fois qu'on fait cette analyse un petit peu là, aujourd'hui, donc vous êtes investi dans la CPME et la CCI. D'après vous, ces deux structures, qu'est-ce qu'elles doivent amener à ce territoire? Dans quel sens elles doivent travailler? Alors, on détaillera certains projets, certaines orientations, mais quelle doit être la force qu'amènent ces structures? Alors, si on commence par la CPME, la CPME, j'ai adhéré il n'y a pas très longtemps à la CPME, et puis assez rapidement, je suis devenu président. Bon, il y a eu une campagne qui a été terriblement éprouvante parce qu'il y avait de multiples candidats. Bref, il y avait que moi. D'accord. Il y avait que moi. On m'a suggéré de prendre le truc. Voilà. Attention, le micro tombe. Allons-y. Voilà. Non, mais il n'y a pas de mal. Mais bon, j'ai accepté et puis ça, c'est intéressant. Donc la CPME en Creuse, je ne vais pas dire un club de rencontre, mais c'est quand même beaucoup c'est une association qui permet aux gens d'échanger, de partager sur le thème de la gestion, la direction d'entreprise. Donc on cultive beaucoup le côté réseau, parce qu'on est une petite structure avec une permanente, des fois un peu plus, mais bon, vous connaissez Chantal. Bien sûr, Chantal Sergent. J'espère qu'elle est là, Chantal. Hein. Elle fait un boulot formidable, mais on essaye avec la CPME de faire entendre la voix des entreprises. Ouais. Et j'ai eu la chance, donc, de l'année où j'ai été élu, donc on était en 2022, c'était en 2016, à la fin de l'année 2016, si je me souviens bien, il y avait des élections à la Chambre de commerce et à la Chambre des métiers. Alors, la Chambre de commerce, ça s'est bien passé parce qu'on faisait une liste commune avec le MEDEF. Il n'y avait pas d'autres candidats. Le MEDEF, c'est théoriquement plutôt des grosses entreprises. C'est pas ce qui est majoritaire en Creuse. Donc, la CCI est toujours dirigée par une liste de consensus et la CPME est majoritaire là-dedans. La Chambre des métiers, on travaille avec la Fédération française du bâtiment. J'ai beaucoup aimé parce que comme j'étais un novice, tout le monde est venu m'expliquer à quel point c'était pas possible de gagner la Chambre des métiers. Donc comme on ne savait pas que c'était impossible, on y arrivait, quoi, c'est tout. Après, on n'a pas un grand mérite parce que c'est pas des populations extraordinaires, mais en étant à la tête des deux
des 2 chambres consulaires qui relèvent du champ de la CPME, bah, ça permet de partager certaines choses, et c'est assez intéressant. Après, on essaye donc de faire entendre un peu les entreprises, toujours via la chambre de commerce et d'industrie, la chambre des métiers, parce que c'est parfois un petit peu compliqué vu l'émiettement dont je parlais tout à l'heure. La compétence économie, c'est quand même un peu compliqué entre la région, les EPCI qui ont du mal à travailler ensemble. Donc on essaye de rappeler quelques trucs de bon sens. On ne fait pas de politique, non, on essaye juste d'être assez pratico-pratique. Alors des fois ça dérange, mais bon, c'est comme ça. Bon, en tout cas, vous inspirez. Je vois là, il y a quelqu'un. Alors, il y a des gens qui suivent. Tout le monde ne pose pas de questions. Mais là, il y en a un. Donc, il va partir. Voilà, je sais pas, un gourou, je ne sais pas. C'est la première fois voilà, qui nous présente des choses comme ça. Alors, on va parler de 3-4 grands axes. On va un petit peu accélérer parce que vous me disiez que c'était long, 1 heure, mais on est déjà à 40 minutes. 40 minutes. Donc, on va accélérer. En quelques mots, même si le sujet est d'importance, la 147, expliquez-moi un peu quelle est, et puis aux gens qui regardent, d'ailleurs si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est pas quand ça sera fini qu'il faudra poser les questions. Quel est l'enjeu de cette réflexion autour de la 147 ? À la 147, c'est une excellente initiative. Le projet d'autoroute concédé entre Limoges et Poitiers, c'est vraiment une initiative portée par Pierre Massy, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Vienne. On trouve que c'est une bonne idée. Par contre, on la verrait un petit peu différente du projet tel qu'il est présenté initialement. Pour nous, l'idée, c'est que quand on regarde un peu les grands schémas des liaisons routières, oui. C'est à l'antenne pendant que... Il manque vraiment quelque chose. Il manque vraiment quelque chose sur le schéma de la route Centre-Europe Atlantique. Ouais. Et c'est une liaison, en fait, entre la Croisière, donc là où l'autoroute A20 et la 145, donc Guéret vers Bellac se croisent, et Poitiers, parce que là, on retombe sur une 4 voies. Il y a clairement un vrai problème de circulation entre Limoges, Bellac et Poitiers. C'est une route infernale, dangereuse. Ouais. Il y a des accidents régulièrement. Donc on est d'accord avec l'idée qu'une autoroute concédée, ça va permettre d'aller plus vite. Où on apporte un bémol et on propose un schéma légèrement différent. Il nous semble qu'il serait plus constructif de monter un projet qui passe par la Croisière, enfin qui utilise l'A20 pour sortir, l'autoroute A20 pour sortir de Limoges, et qui vienne en prolongement de la liaison Est-Ouest, parce qu'il y a quand même d'énormes flux qui sont Est-Ouest, sans forcément aller directement vers Limoges. D'accord. Donc, notre préconisation à nous, c'est une liaison Poitiers, Bellac, la Croisière et Limoges, avec un avantage qui nous semble important, c'est que c'est quand même compliqué les travaux de sortie de Limoges vers Bellac. Ça permettrait d'aller plus vite. Ouais. Ce serait plus facile de connecter la Croisière à Bellac-Poitiers. Et quand on regarde les chiffres, le trafic poids lourd, par exemple, entre Bellac et la Croisière, c'est plus de 3 fois celui entre Bellac et Limoges. Ouais. Donc, notre préconisation à nous, ce serait réellement de réfléchir à ça plus largement. Alors, les gens de Limoges vont dire, ouais, c'est pas direct. Nous, en Creuse, on a Guéret. Quand on devait monter à Paris, on prenait la nationale vers Châteauroux, c'était le plus court. Aujourd'hui, on a une 4 voies qui passe par la Croisière. C'est 30 km de plus. Par contre, c'est dans des conditions de sécurité parfaites. On est sur la 4 voies, ensuite sur la 20.
on met le régulateur tranquille, peinard, et on arrive plus vite que de l'autre côté. En 2 mots, c'est quoi le calendrier là? On est à quelle phase là? On est dans une phase de réflexion, une phase d'étude, Là, il y a une concertation? phase de concertation. Donc, Ouais. on a la CCI avec les 2 chambres, les 2 autres chambres consulaires de la Creuse a présenté une contribution pour défendre le projet. En priorité, la croisière Bellac-Poitiers, avec, si dans un deuxième temps, on peut envisager un barreau ou quelque chose entre Bellac et Limoges, pourquoi pas, mais il nous semble que ce serait plus cohérent dans ce sens-là, même sur un plan national global. Alors, la CPME, la CCI ont des complémentarités à mettre en œuvre, ont des analyses complémentaires, il y a une sorte de transversalité, je dirais, dans la réflexion et dans l'action. Il y a un point qui est extrêmement important et sur lequel je sais que la CCI notamment travaille beaucoup, c'est le recrutement. Aujourd'hui, c'est la main-d'œuvre, l'alternance, les partenariats, parce qu'il y a des besoins, aujourd'hui, il y aura des besoins demain, il y a des choses qui vont se développer sur le territoire. Aujourd'hui, pour vous, c'est quoi les grandes orientations? Alors, pendant que vous allez parler, je vais diffuser un certain nombre d'articles, de journaux qui vont montrer un peu toute la variété de ce qui a pu être mis en place sur le territoire pour développer l'alternance, pour développer des actions spécifiques. Vous, quelle est votre analyse par rapport à ça? Et en plus, en tant que chef d'entreprise, sur des métiers où c'est pas si facile que ça à recruter. Des métiers où il n'est pas si facile que ça de recruter, il y en a partout. Aujourd'hui, j'étais avec des banquiers qui reconnaissaient qu'aujourd'hui, même dans la banque, il est difficile de recruter. Ouais. Moi, je suis d'une génération où le rêve, c'était quoi? De trouver une place au Crédit Agricole. Oui, mais c'est plus les mêmes banquiers. C'est plus les mêmes banquiers. Attention, moi, ça a changé. Beaucoup travaillé avec l'école supérieure de la banque. Je suis d'accord. Aujourd'hui, quand on parle d'un banquier, on parle d'abord d'un commercial. C'est pas la même chose. On est d'accord, mais bon. Oui, mais c'est vrai, vous avez raison sur les images. C'est pas facile dans la banque, c'est pas facile dans le bâtiment. Dans la restauration. C'est pas facile. Dans la restauration, c'est terrible. Oui. Mais on a du mal dans énormément de métiers. Dans celui que je connais le mieux, la machine agricole, on a beaucoup de mal à faire comprendre que un mécanicien, un technicien agricole, aujourd'hui, c'est pas un gars qui est juste avec une caisse à outils, une clé de 12, etc. Non, on connecte des ordinateurs, on est capable de piloter à distance des matériels. C'est des experts. Il y a de l'expertise, mais il faut aussi être capable de faire une soudure. Bien sûr. Il y a beaucoup de choses, mais tous les métiers sont en tension. Donc on doit être extrêmement à l'écoute de ce qui se passe, extrêmement créatif pour développer des moyens pour attirer du monde vers nos métiers. Je vais être un peu provocateur, mais parce que je pense que vous serez un bon client là-dessus, mais c'est la faute de qui? Il n'y a plus besoin de travailler ou on recrute mal? C'est la faute de beaucoup de monde. Moi, personnellement, j'ai l'impression que la valeur travail a quand même pris une certaine claque. Ça remonte à un certain temps. Les 35 heures, bon, on nous a expliqué que on allait travailler moins, gagner autant. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait le faire. Sauf que on est devenu beaucoup plus exigeant sur ce que l'on demande et on a certainement perdu un peu en qualité de vie parce que on a mis de la pression pour gagner de la productivité. Ça, il faut le savoir. On a parlé à une époque de travailler plus pour gagner plus. Et puis le Corrézien dont je vous parlais, lui, il a eu l'idée de finalement casser ce truc-là. Ce jour-là, il a fait une croix sur sa réélection, mais bon, c'était comme ça. Aujourd'hui, on a des choses qui se passent. Par exemple, on a, avec le Covid, mis des gens à l'arrêt. On a pu les indemniser, c'était très bien, pas de problème. Mais là, tout d'un coup, certains se sont rendus compte que ah oui, mais il y a une autre vie, par exemple, que travailler le dimanche dans la restauration ou des choses comme ça.
Alors peut-être qu'il va falloir qu'on change nos habitudes. Si effectivement il n'y a plus de gens qui veulent travailler dans la restauration, il faudra aussi qu'on accepte de ne pas aller au restaurant le dimanche. Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Il va peut-être falloir qu'on réfléchisse. Est-ce que les autrement. entreprises, moi je suis d'accord quand vous dites par exemple que la valeur travail, elle a évolué, alors voilà, on ne peut pas dire qu'elle est disparue, c'est qu'elle a un autre sens. Aujourd'hui, il y a d'autres valeurs qui viennent en place, mais est-ce que les entreprises, et on ne peut pas parler de toutes les entreprises de la même façon, est-ce qu'elles ont continué, elles aussi, à évoluer par rapport à cette relation avec leurs collaborateurs ou pas? Vous êtes très bien placé, vous êtes à la CCI, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes à la CPME. Est-ce qu'il n'y a pas des entreprises qui ont un peu oublié entre-temps que, ben oui, il fallait peut-être faire autrement, regarder autrement? Bien sûr qu'il y a des entreprises qui ont... Bien sûr qu'il y a des entreprises qui ont oublié, mais aujourd'hui, le recrutement, on parle des fois de la marque employeur. C'est un terme, c'est un bien grand terme, mais pour dire, allez, soignons notre image, soyons attentifs à nos salariés, proposons des choses intéressantes, etc. etc. Ça, c'est quand même un élément concurrentiel formidable, parce qu'il y a une guerre pour conquérir, donc le terme à la mode, c'est les talents. Ouais. Il y a des entreprises qui vont manquer de main-d'œuvre et donc qui vont devoir réduire leur activité, ça c'est clair. Après, il y a une évolution de la société qui est là, et on a eu une époque où la progression sociale, c'était d'aller dans un bureau. C'était ça reste toujours ça, hein, je vous le dis. Hein. Ah oui, mais le problème, c'est que la valeur ajoutée dans un bureau, on n'a plus besoin de dactylo, on a tous un PC, etc. On peut dicter des messages, etc., etc. Et c'est plus du tout là que ça se passe, les jobs valorisants. Les jobs valorisants, ils peuvent être sur le terrain, ils peuvent être dans des dans plein d'endroits, mais on a trop de fonctions, alors, pas forcément... Moi, je vais vous le dire, hein, je vais en profiter pour faire un peu la promo. Hein. Je vous rappelle quand même, si vous avez des difficultés à recruter, qu'il existe un site qui vaut ce qu'il vaut, mais pour l'instant, il est gratuit. Ça s'appelle emploi-nouvelle-aquitaine.fr. Je le dis parce que je me rappelle où je suis venu une soirée en Creuse, à votre invitation d'ailleurs, et j'avais rencontré des employeurs qui me disaient « Oh là, j'arrive pas à recruter ». Moi, je leur disais « Mais je vois pas vos offres. Je vois pas vos offres sur mon site, vous n'arrivez pas à recruter, mais là où c'est gratuit, vous ne publiez pas. » Et c'est vrai. Bon, et c'est vrai. Bon, surtout quand c'est gratuit. La deuxième chose, c'est que là où je trouve qu'on n'avance pas, moi j'ai fait de l'insertion pendant 20 ans, hein, j'ai accompagné des demandeurs d'emploi pendant 20 ans, et aujourd'hui encore, je l'ai encore fait aujourd'hui, j'ai posté sur mon site une offre à la CPAM. Donc une offre d'assistant administratif. Vous voyez le truc, pas très bien payé, c'est un bon boulot, mais en CDD. Eh bien, ça fait exploser la fréquentation sur le site. Alors que quand je publie une offre chez Micard de technicien ou quoi que ce soit, ou une offre, moi je suis fasciné notamment par le BTP, où il y a aussi, c'est comme chez vous, il y a des postes, on n'imagine pas la richesse, on n'a pas de candidature. Donc là où on n'a pas été bon, c'est qu'on n'arrive toujours pas à changer les représentations. Mais quand je dis on n'arrive pas à changer les représentations, je ne parle pas que des entreprises, c'est à changer les représentations dans les familles, à l'école, etc. Hein. C'est fou de savoir qu'aujourd'hui, quand vous publiez une offre à la CPAM pour un CDD de quelques mois de secrétaire, vous avez énormément de candidatures. Vous voyez, c'est étonnant. Mais bon, c'est une vraie réflexion. Mais on se pose une question, par exemple à la CCI. On a identifié un truc, c'est un peu particulier, mais on a un centre de formation. Oui. On a sur Guéret la possibilité de faire des études post-bac, et on s'est rendu compte que on pouvait être perçu par l'Éducation nationale comme un concurrent, et donc il n'est pas souhaitable que l'Éducation nationale fasse la promotion d'un établissement de la Chambre de commerce. Ouais. Je trouve ça un peu moyen. Et aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est que un élève qui est en troisième et puis qui n'est pas trop à l'aise
dans le cursus scolaire classique, bah, on le fait bifurquer vers l'enseignement technique. Si c'est un bon élève, il va rester dans l'enseignement général. Mais quelqu'un qui veut aller dans l'enseignement technique, c'est pas forcément bien. Après, il faut expliquer aussi que maintenant, c'est plus un BEP, un CAP, c'est des fois un bac pro, un BTS, etc. On a des gens dans notre branche, par exemple, qui en alternance vont aller jusqu'en licence et c'est bien, quoi. Oui. C'est bien. Donc, on doit être créatif, on doit remettre en cause tout un tas d'idées reçues, mais il faut... C'est ensemble. Par contre, là où vous avez raison, oui. Là où vous avez raison. Alors, je reçois la semaine prochaine, justement, Olivier Auroy, qui est le coordonnateur du CFA académique. J'ai reçu ici, il n'y a pas très longtemps, Claude Reynaud, qui est la directrice du centre de formation de la CCI Haute-Vienne. Et on voit bien, alors je vise personne et c'est juste une analyse globale. Aujourd'hui, malheureusement, même sur des thématiques comme ça, vous l'avez dit vous-même, on est plus sur une approche un peu mercantile au sens où si c'est moi qui le fais, c'est pas toi qui le fais, etc., que sur une véritable mobilisation au bénéfice de l'emploi. Ah bah la formation, voilà. C'est clair que c'est un marché. C'est un marché. Mais globalement, c'est un vrai gros marché. Ouais, mais globalement, on a quand même cette volonté, aussi bien à la CPME qu'à la CCI, c'est d'essayer d'abattre des cloisons. Il y a plein de gens de qualité qui travaillent bien, qui ont plein de bonnes idées. Mais alors, si ça n'a pas été inventé ici, c'est une catastrophe. Voilà. Et ça, c'est compliqué. Donc, nous, ce que l'on dit, c'est qu'en Creuse, on est trop peu nombreux pour se permettre d'être divisés. Donc, on essaye de jouer la carte de la coopération interconsulaire, essayer de faire coopérer les interlocuteurs que l'on a en face de nous. Et c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. Alors, on va finir sur cette thématique avec une remarque de Philippe Daly, que vous connaissez bien, qui est le directeur de la CCI Guéret et Creuse. La compétence, j'aurais pas vu son nom, je savais que c'était lui qui avait écrit, je vous le dis tout de suite. La compétence est devenue un des actifs immatériels les plus stratégiques de l'entreprise. Non mais il parle bien. Il y a des fois on dit mais qu'est-ce qu'il parle bien. Mais bien sûr. Et après on se dit qu'est-ce qu'il a voulu dire. Voilà. Mais je vais lui laisser le micro. Je crois qu'un jour ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre là-bas et je vais lui faire poser les questions. Ça va être un bel exercice de style, aussi bien pour lui que pour moi. Très bien. On va là, il nous reste 5 minutes. 5 minutes, Alors là, il faut aller vite. 5 minutes. Juste qu'on parle de ces deux projets qui n'en sont plus d'ailleurs, enfin, en tout cas, un qui n'est pas. Riolan et Château-Favier. Allez-y, parlez-moi de ça. Qu'est-ce que c'est que ces projets? Donc des projets de territoire. Ce sont deux projets sur lesquels je n'ai pas été beaucoup impliqué. Mais Riolan, c'est une entreprise qui travaille pour le secteur plutôt du luxe, la sous-traitance du luxe, qui a besoin de former des gens pour de l'artisanat, du travail artisanal de qualité. Et qui va trouver en Creuse certainement un vivier pour satisfaire sa demande. Apparemment, c'est décidé et ce sont des gens qui, je pense, vont apprécier un truc qui n'existe pas forcément aussi fortement ailleurs qu'en Creuse, c'est la stabilité. On peut investir dans la formation sur des métiers manuels, mais qui ne sont pas forcément des métiers à sous-estimer. Et donc, la Creuse est un bon territoire pour ce type de public et ce type d'activité. D'accord. Et Château-Favier? Château-Favier, je maîtrise beaucoup moins bien parce que j'ai malheureusement pas eu l'occasion d'y aller parce que de temps en temps, je prends des vacances. Ben oui, il faut. Et voilà. Par contre, c'est une initiative de la CCI sur Aubusson en lien avec une
une compétence, une expertise qui a Aubusson, la tapisserie. La tapisserie. Et là, on cherche à capitaliser, encore une fois, sur un savoir-faire. Et ça montre bien finalement l'idée de la CCI de la Creuse. Essayons de cultiver des points forts, même si ce sont des niches. On est forcément dans des niches, bien sûr, puisque petit département, mais travaillons nos points forts parce qu'on a des points forts et croyons en nous. Très bien. Allez, on est arrivé au bout. C'est la dernière question. Aïe, aïe, aïe. Alors, elle est facile. Philippe Micard, dans 5 ans, il fait quoi? Ah, ça, c'est une bonne question. Il a plein de choses à faire, Philippe Micard. Il espère qu'il aura toujours... Quand vous allez avoir un peu plus de temps, là, vous allez faire quoi? Vous allez voyager? Vous allez... Oui, mais je voyageais déjà, mais je vais continuer. Ouais. J'ai un programme assez chargé. Assez chargé. Ouais, j'ai quelques idées. Bon, dans 5 ans, j'aurai fini mon mandat à la CCI, donc je recommencerai pas. D'accord. D'accord. Bon, en tout cas, il n'y a pas la peur du vide. Non, je pense que... Déjà, ça ne sera pas complètement vide déjà. Le mal que je vous souhaite, c'est de mourir la tête pleine de projets. Très bien. Eh bien, écoutez, on va déjà vous souhaiter de continuer à avoir plein de projets, pas de mourir, hein, mais d'avoir plein de projets, d'en profiter. Merci beaucoup, Philippe Micard. Moi, j'ai passé un très bon moment. C'est intéressant de voir un peu votre cheminement et vos prises de position. C'est toujours intéressant de recevoir quelqu'un qui, à un moment donné, est en phase avec son environnement et qui dit, ben voilà, moi là où je suis pas content, je fais et je m'investis. Merci beaucoup, c'était très agréable que vous soyez venu jusqu'à moi. Et puis, je vous souhaite pas tout à fait encore une bonne retraite, hein, mais en tout cas une bonne continuation et merci pour votre confiance. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous le disais, on va recevoir Olivier Auroy. Olivier Auroy qui s'occupe du CFA académique. Avec lui, on va parler formation, on va parler alternance et on va voir justement de quelle façon le CFA académique se positionne dans le paysage de la formation des jeunes. Voilà, merci beaucoup. À la prochaine. Bruno. Au revoir. Merci.